Donc ce matin, on fait un tour d'horizon sur tous les points juridiques. Bonjour Daniel. Post-Covid avec Maître Gaussaume, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions nécessaires et à prendre la parole. Vous avez une petite icône, réaction en bas sur la barre de tâches qui vous permet d'indiquer que vous avez une question ou une intervention à faire. On est ensemble jusqu'à midi. Vous aviez eu l'ordre du jour, mais Maître Gaussaume va revenir sur les points qu'on aborde aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve à la fin de la session. À tout à l'heure. Maître Gaussaume, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, faire un petit tour de la situation liée à la crise sanitaire, de sortie de crise sanitaire soi-disant, considérant qu'on n'a pas l'échéance de cette fin de crise, avec l'application de deux derniers textes qui viennent de sortir, alors très très légers, parce qu'il en manque encore beaucoup, qui viennent de sortir. Il y a l'avant-dernier qui date du 31 mai, donc déjà un petit peu ancien, que vous devez commencer à connaître. Et puis le dernier qui est sorti hier, qui a été promulgué hier au journal officiel, donc c'est la nouvelle loi modificative des mesures et des procédures prises par le gouvernement, mais qui nécessitent malheureusement, on avait repoussé cette visio au plus tard, on a été encore plus vite que le gouvernement, et qui nécessite encore des décrets d'application à paraître, qui vont paraître là demain, durant le week-end et lundi, mardi sans doute aussi, et pour lesquels vous êtes dans le secteur du tourisme très très concerné. Il va s'agir notamment de ce fameux plan tourisme exceptionnel pour lequel actuellement on a beaucoup d'annonces, mais très peu d'actes légiférés encore, ce qui crée un peu la confusion, le flou artistique entre guillemets qui régit entre les annonces et l'application, où des fois il y a quelques petites différences, voire certaines importantes différences. Donc l'objet aujourd'hui, alors je répondrai aux questions, moi je vais rapidement en 10 minutes faire le tour, je répondrai aux questions, donc ça portait principalement sur tout ce qui était activité partielle, télétravail, les charges sociales, le protocole sanitaire et la mise en place, la modification, ou pour certains la mise en place du document unique d'évaluation des risques, le fameux DUER, et puis l'allègement programmé mais non formalisé de la taxe de séjour. Sur l'activité partielle, rien de très très nouveau. Donc les mesures, les procédures sont toujours les mêmes jusqu'à fin juin pour l'instant. Après, les décrets qui vont paraître pourraient modifier la donne, notamment dans votre secteur du tourisme, où il est annoncé qu'effectivement le maintien de l'ancien régime de 70% du brut, 84% environ du net serait maintenu pour la partie prise en charge par l'État, et toujours sous réserve encore la faculté pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent bien sûr en tant qu'employeur maintenir la différence, qui serait supposé également être exonéré de charges sociales comme l'activité partielle, hormis la CSG et la CRDS qui sont toujours applicables. Ça, c'est pour l'activité partielle. En même temps, je dirais simultanément un petit point sur la loi paru hier, sur la faculté de monétiser certains jours de congé et certains jours de RTT. Donc, le salarié peut demander à monétiser, donc à toucher en argent, dans la limite de 5 jours seulement, des congés payés ou des RTT. Voilà. Donc, ça concerne pour les congés payés, s'il ne prend que des congés payés, ça concerne uniquement la 5e semaine. Donc, il peut prendre 3 jours de congés payés, 2 jours de RTT et demander à l'employeur de toucher ces jours en argent et qu'il lui soit décompté dans le mois où ça sera validé. Sur le télétravail, là aussi, bon, le Code du travail permettait déjà le télétravail,
Il y a 3 échelons pour mettre en place le télétravail. Il y a l'accord de branche, donc la convention collective qui ne prévoit rien. Ensuite, vous avez la charte sur le télétravail qui peut être mise en place au sein de vos structures. Cette charte, je pourrais revenir après dans le détail de ce qu'est cette charte éventuellement. Et puis le troisième échelon de la fusée, c'est de n'avoir ni d'accord de branche, vous ne l'avez pas, ni de charte, parce que peut-être vous ne l'avez pas élaboré, et de passer d'un commun accord par tous les moyens, donc par courrier, par mail, par trace écrite quand même, hein, pas par téléphone, donc par courrier, par mail, par SMS, si vous voulez, pourquoi pas, de convenir d'un commun accord avec le salarié, quelles seraient les procédures générales du télétravail. Ça va toucher principalement les jours horaires de télétravail, de contrôler les conditions, voir si le matériel et les locaux perso permettent effectivement de télétravailler. S'il y a 6 enfants à la maison, le télétravail va être compliqué. S'il n'y a pas d'ordinateur, ça va être compliqué, etc., etc. Donc, j'en reviendrai dans le détail après sur cette charte télétravail et les conditions de mise en œuvre. Sur les reports de charges et exonérations, le report de charges, c'est toujours possible là pour les échéances qui étaient prévues ou celles qui arrivent, sous condition comme initialement, comme depuis le début de la crise sanitaire, sous condition effectivement d'argumenter à minima sur toutes les mesures qui auraient été prises au sein de l'Office de tourisme pour éviter ce report de charges sociales. C'est d'argumenter, de dire que vous avez mis en télétravail, que l'activité commerciale est réduite, que vous n'avez pas obtenu de subvention, que vous n'avez pas fait d'emprunt parce que ça allait surcharger la trésorerie et aboutir à une liquidation éventuelle. Donc, il faut un petit argumentaire minimal malgré tout pour valider ce report. Sur les exonérations qui semblent se préciser pour les TPE et les PME, donc les moins de 10 et les moins de 249 salariés par entreprise, là, il faut encore attendre le décret, mais il semblerait que pour les mois de mars, avril, mai, juin, notamment dans le secteur du tourisme, il y ait une possibilité d'exonération de charges sociales. Je dis sous réserve parce qu'on ne connaît pas les types de structures, voire les sous-secteurs touristiques qui seraient concernés, considérant qu'on entend beaucoup parler d'hôtels et de restaurants et pas du tout d'offices de tourisme. Donc, peut-être que via ADN ou via le CRT, vous avez plus d'informations, mais pour l'instant, vous n'êtes pas cité en matière d'annonce médiatique, ce qui est assez classique, je dirais, mais vous pouvez espérer peut-être bénéficier de ces exos. Les décrets vont paraître d'ici 4-5 jours. Le dernier point, j'en reviendrai sur le protocole sanitaire à la fin, c'est le plus gros morceau. Le dernier point, c'était l'allègement sur la taxe de séjour. Donc là, c'est une annonce gouvernementale et une annonce faite dans le plan tourisme qui vient préciser que les collectivités auraient une latitude pour alléger la taxe de séjour, pas exonérer, alléger la taxe de séjour. Et dans ce cadre-là, on peut supposer que ça sera plus particulièrement tourné vers la taxe de séjour forfaitaire, considérant que le réel, l'hébergeur encaisse et reverse. Donc là, mars, avril, mai, il n'y a eu quasiment aucun encaissement, donc il n'aura rien à reverser. Donc ça, c'est classique, je dirais, et négatif pour les offices de tourisme, parce que c'est quand même une manne importante des ressources des offices de tourisme. Par contre, pour la taxe de séjour forfaitaire, effectivement, il y aura faculté pour les collectivités qui le souhaiteront, et sous réserve de voir les termes du décret, entre guillemets, de geler la période d'obligation de fermeture. On peut supposer du 15 mars au 15 mai, du 15 mars au 15 juin, du 15 mars au 15 juillet. Je ne connais pas la latitude qu'auront les collectivités, mais ils pourront geler une partie de la période qui sert au calcul de la taxe de séjour forfaitaire. Ça, c'est la taxe de séjour. Sur le protocole sanitaire et l'application qui doit en être faite au niveau de votre document unique d'évaluation des risques que vous devez avoir dans toutes les structures. Donc, c'est d'annexer à ce document unique d'évaluation des risques le protocole mis en place dans votre structure, autant le siège que tous les BIT, voire de l'accueil hors les murs si vous en faites,
pour permettre de sécuriser les conditions de travail liées à la crise sanitaire notamment, du personnel et de toutes les personnes qui sont supposées les entourer. Donc, ça va aller du client, en passant par les administrateurs, en passant par toutes les entreprises qui sont susceptibles de venir dans les offices de tourisme. Ça peut être le réparateur d'une photocopieuse, ça peut être le personnel d'une société de ménage qui vient faire le ménage dans vos locaux, etc. Tout ça doit être prévu. Donc, c'est le protocole classique, je dirais, qui reprend le protocole national pour lequel vous avez également eu un doc d'ADN qui s'appelait Guide des bonnes pratiques, dans lequel vous pouvez piocher. Alors, il n'y a pas de protocole type office de tourisme. C'est comme le DUER, c'est d'élaborer en partant de l'extérieur au moment où tant le client arrive que le salarié va rentrer dans l'office, toutes les mesures qui doivent être décortiquées. Donc, je ne sais pas si vous avez un badge pour entrer sur un parking, ben, c'est le badge. Est-ce qu'il faut nettoyer la borne régulièrement ou pas? Après, c'est les poignées d'entrée dans l'office de tourisme, là où les salariés vont accéder au local. Après, c'est tout le jalonnement, tous les déplacements internes, c'est maintenir la seule règle qui est maintenue obligatoire, c'est la règle de distanciation des 1 mètre, au moins 1 mètre entre les personnes, en privilégiant, dans la mesure du possible, le télétravail ou en mettant en place des roulements pour que tout le monde ne soit pas agglutiné en même temps dans les locaux, et jusqu'à l'accueil avec le plexi, le lavage des mains, la distance pour le personnel, savoir si vous laissez la boutique ouverte ou pas, savoir si vous mettez du gel pour se laver les mains ou un savon avec de l'eau pour les clients, de savoir si vous allez décider d'imposer le masque aux clients ou pas. Pour le personnel, ça va être la visière sans doute parce que le masque de 7 heures, c'est insupportable, etc., etc. Donc, c'est tous ces éléments de gestes barrières, je dirais, d'accessibilité, de protection des personnes qu'il faut établir, rédiger dans ce document unique d'évaluation des risques, qui peut être une annexe, une fiche annexe spécifique Covid-19, à supposer qu'effectivement, dans quelques mois, il faudra, comme vous le faites logiquement habituellement, revoir ce document unique d'évaluation des risques. Si la crise sanitaire s'arrête un jour, si au 30 août, on vous dit stop, c'est terminé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gestes barrières, etc., il faudra remettre à jour votre DUR et enlever cette feuille annexe DUER, tout simplement. Question, Voilà, oui. Monsieur Bossaume, sur le port du masque, est-il obligatoire pour les visiteurs et doit-on obligatoirement le fournir? Alors non, il n'est pas obligatoire, c'est une décision de chaque entreprise, de chaque office de tourisme. Chacun est libre d'imposer ou pas. Tout dépend de la protection que vont avoir le personnel face à la clientèle. Tout dépend également des remarques et des demandes du personnel. Le personnel qui estime ne pas être protégé parce qu'il n'y a pas de masque, personne ne masque, ni le salarié, ni le client, peut envisager de faire une procédure de retrait, son droit de retrait, et de dire bah, moi je pense qu'il y a des risques parce que je suis à 1 mètre du client, personne n'a de masque et je ne veux pas rester là dans ces conditions-là. Voilà. C'est rassurer tout le monde en fait. Hein, donc pas d'obligation de masque, vous pouvez l'imposer, c'est assez partagé dans les offices. Hein, alors plus le local est petit, c'est comme dans les commerces en fait. Hein, quand vous allez faire vos ravitaux, vos courses, etc., plus le local est petit, plus le masque est imposé. Voilà, plus la promiscuité, le confinement est réel, plus le masque est imposé par les commerçants et par les offices de tourisme. Quant au fait de le faire payer, vous pouvez le faire payer en disant le masque est obligatoire, on en vend. Vous pouvez dire le masque est obligatoire, on n'en vend pas. Donc si vous n'en avez pas, vous ne rentrez pas. Voilà, tout simplement. Après, c'est des consignes qu'il faut aussi mettre en place vis-à-vis du personnel et du DUR, de dire qu'effectivement, si les personnes n'ont pas de masque, elles ressortent. Il va falloir faire preuve d'autorité un petit peu aussi par rapport à ça. Mais comme l'on voit dans tous les commerces habituels, hein, le déconfinement est lancé depuis plus d'un mois, ça commence à être un petit peu olé olé au niveau des comportements des uns et des autres. Voilà, c'est à se rappeler. Voilà, on est plus maintenant dans une crise économique. Comment s'en sortir? Comment remettre en place? Comment relancer la machine? Hormis que
l'épidémie, semblerait-il, d'après ce qu'on entend, n'est pas terminée et qu'il y a des petits sursauts dans certaines régions, même françaises, des villes françaises, des sites français, principalement dans les entreprises où ça se produit en France, voilà, des grosses entreprises ou des CHU où là, il y a une propagation encore de ce virus. Et puis qui pourrait revenir de l'extérieur, hein, parce que les frontières vont être ouvertes au niveau européen. Il y a une dizaine de pays européens qui vont ouvrir leurs frontières réciproquement à d'autres pays et on ne sait pas ce qui va nous arriver d'Italie, de Grèce, de Hollande, d'Allemagne. Voilà, ça peut repartir comme ça. Donc, c'est à conserver. Voilà, c'est à conserver cet esprit de protection. Pour les offices, ce qui est mis en place, c'est le plexi et ou la visière. Voilà. Pour le personnel, le masque est quasiment abandonné. Vous avez dû en porter. Moi, j'en ai porté pendant 2 heures, 3 heures. C'est un petit peu pénible quand même. Et en plus, pour ceux qui ont des lunettes, c'est l'enfer. La seule astuce, c'est de mettre la mousse à raser sur les lunettes. Pour les hommes, ça va. Pour les femmes, c'est plus compliqué. Mais demandez à vos conjoints qu'ils vous passent 5 millilitres de mousse à raser. Thierry, vous aviez, je crois, une question sur, je vois dans les mails. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Attends, excusez-moi, j'ai du mal avec la messagerie. Non, je rebondis sur la taxe de séjour. Donc, il y a un projet de loi de finances, si j'ai bien compris, Christian. Donc, ça concerne uniquement la taxe au séjour au forfait, donc exit pour la taxe au séjour au réel. Parce que moi, j'ai lu qu'il y avait, c'est un projet qui allait avoir des compensations pour les communes. Je crois qu'il y a 3 modalités. Vous exonérez totalement, pas totalement ou en partie. Et en fonction de l'exonération, il y aurait une compensation. Oui, on en est là, effectivement. Alors, moi, j'ai pas. Alors, ça va pas. La taxe des jours ne paraîtra pas, effectivement. L'allègement ne sera pas applicable par rapport à un décret, mais par rapport à la loi de finances modificative. Il n'y a que ça, parce que toujours finance, c'est la loi de finances qui y touche. Donc, faut attendre qu'elle soit parue. Donc, là aussi, il y a encore quelques jours, quelques semaines à attendre, malheureusement. Alors, sur les modalités de. Alors moi, je n'ai pas employé le terme exonération, j'ai employé le terme allègement. Quant aux compensations, pour l'instant, oui, c'est dans le pré-projet de loi, effectivement. Je pense que peut-être que ça arrivera, hein, tant mieux pour les collectivités, mais je pense que c'est un petit peu démago, vu que le gouvernement annonce plutôt de fermer les robinets des aides plutôt que de les ouvrir. Donc, s'il y a des aides des collectivités, c'est encore des dizaines, voire des centaines de millions que l'État va devoir verser aux collectivités qui auront exonéré. Donc, j'ai encore quelques doutes. Voilà, on en est à l'état effectivement de projet, donc avec beaucoup d'interprétations et chacun y va de son ressenti, je dirais. Moi, pour Est-ce que l'instant, je peux me permettre d'intervenir sur le c'est un sujet? allègement, c'est pas une exonération. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir sur le sujet? Oui. On a eu un webinaire avec Nouveau Territoire qui gère une plateforme taxe de séjour, donc avec leurs juristes, il y a 2 jours. Et il disait que, et ça a été dit par un élu au gouvernement, que en ce qui concerne la taxe de séjour au réel, à partir du moment où c'est une décision soit de la commune ou de l'EPCI de l'abandonner, il n'y aurait pas de compensation de l'État. Oui, la compensation, elle va porter sur une perte réelle par rapport aux obligations de fermeture des établissements du 15 mars au 15 mai, 15 juin. Je ne sais pas où le curseur ils vont le mettre non plus. Voilà, ça peut être même non précisé dans les décrets, comme beaucoup de choses qui sont non précisées dans les décrets et qui évoluent, je dirais, de semaine en semaine. Donc, c'est toujours un petit peu aléatoire et toujours un petit peu flou dans ces textes. Moi, je reste sur la notion d'allègement. Après, ça n'est que mon point de vue, c'est pas du tout juridique, mais je suis plutôt du genre à inciter les collectivités que j'accompagne à ne pas trop alléger. Voilà, je pense qu'il faut prendre la mesure exacte de la perte, de geler les périodes de perception pour la taxe de séjour forfaitaire. Oui, si vous avez une période de perception qui va du 15 mars au 15 septembre,
c'est logique de ne pas intégrer celle qui va du 15 mars au 15 juin, on va dire, supposée date de reprise de l'activité, pour ne pas plomber le montant de la taxe de séjour que l'hébergeur devra payer en fin de saison. Voilà, après, pour le réel, pour moi, il n'y a aucun allègement à mettre en place. C'est le client qui paye la taxe de séjour au réel. Dès qu'il revient dans les hébergements, ça a commencé depuis un petit mois, on va dire. Encore une fois, comme avant, j'ai jamais entendu un client, même aujourd'hui, dans un hébergement touristique, se plaindre du versement de la taxe de séjour. Il est au réel, il va rajouter 70 centimes, il paye sa taxe de séjour, l'hébergeur encaisse et la reverse aux échéances. Voilà. Donc, il y a pas, ça fait partie de la reprise. Par contre, je sais qu'à contrario, certains hébergeurs, effectivement, vont tenter de se la mettre dans la poche. Notamment les petits loueurs, ce que j'appelle les petits loueurs, qui sont les meublés et les chambres d'hôtes. J'en ai fait l'expérience cette semaine en Île-de-France. J'ai loué un meublé de touriste pour moi et ma famille, pour des motifs médicaux. Et effectivement, la propriétaire n'a pas facturé la taxe de séjour dans une commune, dans une interco dans laquelle elle est instituée. Et cette personne propriétaire est aide-soignante. Et le protocole sanitaire n'a pas été mis en place dans son hébergement. Vous voyez un petit peu le laisser-aller qui démarre déjà très très vite. Là, c'est la course au remplissage des locaux d'hébergement pour essayer de pallier à la perte du 15 mars au 15 mai. Donc, allègement, oui. Taxe de séjour forfaitaire, geler la période de perception des fermetures, oui. Pour le reste, après, je pense que les collectivités auront l'intelligence, peut-être conseillée par leur office de tourisme, de réexpliquer ça. Voilà. Que le réel, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas eu de perception, il n'y a pas de reversement. L'impact, il est pour vous, office de tourisme, notamment si vous êtes épique. Les 100% de reversement, vous aurez une perte sèche, effectivement, de 3 mois de taxe de séjour non collectée pendant la période du confinement, même au-delà un petit peu. Ok, juste, je ne veux pas monopoliser le débat sur la taxe de séjour, mais une remarque en région parisienne, donc il y a la taxe de séjour des communes, taxe de séjour départementale et taxe de séjour régionale aussi pour financer le Grand Paris Express. On a vu sur, je crois que c'est le Val-de-Marne, le département, lui, a délibéré, le conseil donc départemental, pour ne pas collecter de taxes de séjour. Ils ont mis des dates du 15 mars au 15 septembre. Donc, que je comprenne bien la logique, là, en fait, chaque EPCI fait ce qu'il veut, c'est bien ça. Si le département souhaite ne pas collecter, il ne collecte pas. C'est ça, en gros. Comme c'est des taxes émises par les EPCI, ils font à leur bon vouloir, c'est bien ça? Ça sera ça, sous réserve de la parution de la loi de finances rectificative. Okay, bon. Pour l'instant, on n'est pas sur l'exonération, on est sur un allègement. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à l'exonération? Oui. Et ces délibérations sont prises à l'issue de la loi de finances. Là, le Val-de-Marne, s'il a délibéré de ne pas assujettir sur une période XY, cette délibération est caduque, elle vaut 0. Parce que toutes les collectivités n'ont pas le droit de modifier leur taxe de séjour comme ça en cours d'année. Mais c'est l'esprit, oui. Je pense qu'à un moment ou à un autre, effectivement, chaque PCI, chaque commune, chaque département, jusqu'à la région Île-de-France pour la taxe supra-additionnelle, pourra effectivement délibérer pour modifier et ces périodes et peut-être ces tarifs. Je ne connais pas la teneur exacte le projet de finance, oui, on le voit, mais entre un projet de finance et puis le temps que ça soit mouliné par l'Assemblée, par le Sénat, qu'il y ait un peu de polémique derrière, ça peut se dégonfler très très vite aussi. Donc, surtout en matière de taxes de séjour. On a des choses surprenantes qui apparaissent parfois. Après, il y a le côté possibilité pour les collectivités, et puis je persiste ces derniers points peut-être sur ce sujet-là, mais je persiste pour vous, office de tourisme, ça devait inciter les collectivités à ne pas trop alléger, à ne pas trop exonérer, parce que c'est autant d'argent qui ne vous sera pas reversé directement pour les EPIC et indirectement via vos subventions et peut-être des subventions exceptionnelles que vous aurez besoin en juillet, août, septembre pour boucher les trous. Des non-recettes d'autres activités que vous n'auriez pas eues pendant cette période de crise.
et de s'appuyer sur le client. Je vous dis encore une fois, je suis entre guillemets un spécialiste de la taxe de séjour, j'observe ça en permanence et je ne vois toujours aucun client qui se plaint de verser la taxe de séjour. Ceux qui se plaignent, ce sont les hébergeurs, parce qu'ils voient passer une manne d'argent qu'ils ne peuvent pas capter. Et les hébergeurs non professionnels, principalement, qui s'en mettent plein les poches. Il y a un détournement de fonds publics phénoménal en France à ce sujet-là. Oui. Ça se calme depuis 3-4 ans, mais là, avec cette crise, je pense que ça va repartir. Mais il faut encore attendre cette loi de finances modifiée, effectivement, et on aura les termes exacts et la capacité de chaque interco ou de commune de remouliner ces conditions de collecte et de tarification de la taxe de séjour. Fabrice, tu avais une question sur le télétravail. Tu voulais revenir là-dessus? Oui, sur le télétravail mis en œuvre en amont d'un accord d'entreprise depuis la charte du non rédigé. Oui, alors la charte, donc vous pouvez y passer au cas par cas en fonction de la demande et des besoins de la structure par rapport aux surfaces et aux capacités d'accueil physique des personnels des offices de tourisme. Après, il est évident que le plus simple à mettre en place, mais ça ne se met pas en place en 48 heures, c'est d'élaborer une charte sur le télétravail au sein de chacune de vos structures, sans négliger effectivement tous vos bureaux annexes que vous pourriez avoir pour mettre en place le télétravail. Donc, le télétravail peut être mis en place tant pour les agents publics, ça a été là aussi modifié au mois de mai par un décret, que pour le personnel de droit privé, donc dans les EPIC où on a une mixité ou dans d'autres organismes où il peut y avoir une mixité aussi. Vous pouvez avoir une seule charte pour tout le monde. Les règles sont quasi identiques. Ce qu'il faut mettre dans cette charte, alors je crois qu'il y a un modèle sur le site d'ADN Tourisme. C'est assez simple en fait, hein. C'est d'élaborer, c'est comme un DER, c'est comme une démarche qualité. Ça, c'est juste une logique. Après, il ne faut pas louper certaines étapes malgré tout. Il y a le champ d'application et l'éligibilité. Donc, c'est de déterminer quels sont les postes de travail ou les métiers, alors pas les personnes, hein, mais les postes de travail ou les métiers qui sont susceptibles de faire du télétravail. Donc, vous allez simplement, je dirais, lister. Alors, ça peut être par service, ça peut être par poste, ça dépend de la structure. Comme je le dis à chaque fois, il y a une évidence, ceux qui sont conseillés en séjour à 100%, le télétravail, ça va être très compliqué, à moins qu'ils fassent de la visio avec les clients, pourquoi pas, mais ça n'a encore pas été mis en place aujourd'hui. Toutes les modalités de procédure de demande sur les postes éligibles par le personnel. Ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc, vous allez devoir effectivement, vis-à-vis de toutes les personnes, via cette charte, s'il n'y a pas de charte pour l'instant, ce n'est pas vraiment utile, mais c'est quand même un petit peu indispensable, de voir quelles sont les conditions d'accessibilité. J'en ai parlé tout à l'heure très rapidement. C'est le local privé, c'est le matériel dont dispose le salarié. Est-ce que l'office ne va pas devoir acheter ou mettre à disposition du matériel, notamment de communication numérique, pour pouvoir travailler, hein, c'est un ordinateur tout simplement. De voir si les installations électriques du local personnel de l'habitation sont conformes. Donc là aussi, ça va passer par une déclaration sur l'honneur de chaque salarié de dire que c'est conforme effectivement à ça, d'attester qu'il a prévenu son assurance qu'il était en télétravail sur une période déterminée, hein, en fonction de sa demande et de l'acceptation de l'employeur. Donc, c'est toute cette faisabilité technique, je dirais, pratique, qui va devoir… alors, c'est un entretien avec chaque salarié qui demande, c'est un entretien qui va durer 10 minutes. Hein, c'est une déclaration sur l'honneur de bonne foi. Hein. Celui qui déclare effectivement tout est conforme chez lui et tout fonctionne, et qu'au bout de 48 heures, tout pète et tout prend feu, il aura attesté, il assumera tout seul sa responsabilité d'avoir déclaré de mauvaise foi des fausses informations. Après, ça peut être de mettre en place une période d'adaptation. Alors là, effectivement, c'est un peu particulier parce que on a tous été contraints et forcés de télétravailler, donc l'adaptation, logiquement, elle est faite.
Mais rien ne n'empêche de le faire figurer dans cette charte, de mettre 1 mois, 2 mois d'adaptation. Et de considérer celle du confinement comme validant cette période d'adaptation. Après, vous pouvez revenir en arrière en permanence. Le télétravail, c'est une chose, mais tout le monde n'a pas supporté ou ne supportera pas à long terme le télétravail. Ce n'est pas une évidence. Donc là aussi, il faudra régulièrement, via le DUR, prendre soin de la santé du personnel et de voir comment se passe ce télétravail. Si ça se passe bien ou si la personne commence à se sentir isolée, déprime, etc. C'est arrivé et ça arrivera. Hein. Tout le monde, je vous dis, n'est pas fait pour le télétravail de manière récurrente. La notion de revenir en arrière, hein, la réversibilité, voilà, de prévenir effectivement, de mettre un délai d'une semaine, 15 jours, tout dépend de vos structures. Pour ceux qui veulent arrêter, de prévenir l'employeur qu'on est le 18 juin, à compter du 28 juin, la personne ne souhaite plus télétravailler parce que les conditions sont trop compliquées, trop d'isolement. Il n'y a pas la peine de motiver, mais logiquement, ça sera expliqué. Et là, effectivement, la personne pourra revenir. Et de laisser un préavis de retour pour vous laisser le temps de vous réorganiser, surtout là en période de gestes barrières où vous n'aurez peut-être pas la capacité physique de réintégrer tout le monde en bloc d'un coup, si tout le monde demande d'un coup à revenir en présentiel. Ça peut être une suspension provisoire. Dans cette charte, vous pouvez mettre aussi la notion de suspension provisoire pour un événementiel, pour, je ne sais pas, vous pouvez avoir fin juin plein de conseils d'administration, plein d'assemblées générales, plein de choses à réformer, à remettre en marche l'office de tourisme, et vous pourriez avoir une nécessité présentielle de tout le personnel pendant X temps. Donc, ça peut être de suspendre ça avec une condition de prévenance. On va appliquer la règle des 7 jours de prévenance. La semaine prochaine, dans 7 jours, tout le monde au bureau, personne en télétravail, il y a une réunion de crise pour la remise en route de l'office de tourisme, etc. Les horaires et les plages horaires aussi de travail. Donc, dans cette charte, il y aura une obligation minimale de créneaux horaires qui seront télétravaillés avec des créneaux horaires durant lesquels l'employeur sera susceptible de pouvoir prendre contact. Alors, par téléphone, par email, ça aussi, ça peut être précisé, mais ce n'est pas trop utile. Hein, ça peut être mis par tous les moyens, ça sera plus simple. Voire de contrôler. Voilà, parce que il y a quand même cette notion effectivement de contrôle qui pourrait intervenir, donc de pouvoir être appelé dans ces créneaux horaires pour contrôler si la personne télétravaille ou pas. Après, on peut mettre toute forme de règles. Hein. J'ai vu dans un département qui télétravaillait que tous ceux qui télétravaillent, dès qu'ils commencent à télétravailler, donc c'est 9 heures pour eux, doivent envoyer un mail à leur chef de service en disant « Bonjour, je me mets au télétravail ». Tous les matins à 9 heures. Voilà le genre d'éléments qu'on peut voir apparaître qui me semble exagéré et aberrant parce que si vous êtes un minimum bon technicien, vous pouvez préprogrammer votre envoi de mail et puis rester au lit jusqu'à 11 heures et dire je télétravaille. Et puis, voilà un peu le contrôle qui peut être fait. Le contrôle, il est, je dirais, plutôt de voir si tout se passe bien par rapport aux conditions de télétravail. Surtout en ce moment où on peut encore avoir effectivement dans nos entourages soit des enfants, soit des personnes de la famille qui soient encore incapables de repartir chez eux ou des personnes en activité partielle et les conditions de télétravail sont parfois un petit peu difficiles. L'entretien individuel, j'en ai parlé, donc c'est un minimum, je dirais, 1 fois par an. Mais là aussi, c'est de signaler que s'il y a un souci, le salarié doit prévenir son chef de service ou la direction directement et d'adapter ses conditions de télétravail. La conformité des locaux, j'en ai parlé. Et puis l'équipement et l'indemnisation. Donc l'équipement, soit le personnel utilise son propre matériel, on va dire informatique principalement, mais ça déclenche tout derrière. Hein. C'est autant l'usage de la connexion à la box familiale, c'est autant le chauffage, l'eau, l'électricité, etc., etc. Donc c'est tout ça qui doit être conforme et de savoir si soit le personnel utilise son matériel informatique principalement, soit s'il n'en a pas, ou si soit la structure office de tourisme décide d'en mettre à disposition. Et dans ce cas-là, dans la charte, on aura effectivement ce qui est mis à disposition, qui peut être un ordinateur, le clavier, la souris, l'imprimante, un téléphone portable, un micro pour ceux qui font de la visio avec les micros, etc. etc. Là,
et que ces éléments-là seront annexés au moment du déclenchement du télétravail. Il y aura une fiche de remise de matériel qui sera co-signée par les deux. C'est comme un état des lieux, hein, en fait. On remet ce matériel en bon état et quand vous finissez le télétravail, il y aura un état des lieux contradictoire de sortie de télétravail qui permettra aux salariés de remettre le matériel utilisé à son employeur. Et puis l'indemnisation. Alors, s'il utilise effectivement, même s'il utilise du matériel Office ou du matériel perso, il y a une faculté d'indemniser de manière forfaitaire, je dirais. Alors, rentrez pas dans le détail de dire je vais vous prendre 20 mètres carrés de votre loyer, je vais vous prendre 10% du coût de la box, je vais prendre, etc., etc. L'eau, l'électricité, c'est quasi incalculable. Donc, le mieux, c'est de passer au forfait et de dire qu'effectivement, on vous indemnisera à hauteur de 3, 4, 5, 6, 7 euros par jour de télétravail au titre de l'usage de votre matériel informatique et de l'usage de vos locaux et de tous les fluides, eau, électricité, etc., qui seront consommés pendant vos heures de télétravail. À savoir que dans la limite de 10 euros par jour pour un mois travaillé en télétravail sont exonérés de charges sociales. C'est ce qu'on appelle l'allocation forfaitaire télétravail. Donc 10 euros par jour. Si vous allez au-delà, c'est chargé sur les charges sociales, sécurité sociale, vieillesse, retraite, prévoyance, etc., etc. Pour les assurances, accident du travail, donc si c'est déclaré alors, par tous les moyens, soit par mail, soit dans le cadre d'une charte, s'il y a un accident sur le domicile pendant les heures de télétravail, ça sera considéré comme un accident du travail, donc de rassurer tout le monde aussi. Il n'y a pas d'assurance spécifique à prendre, c'est juste une attestation et de prévenir l'assureur que vous êtes en télétravail, c'est tout. Il n'y aura logiquement pas de garantie ni de surcoût d'assurance à ce niveau-là. Et l'employeur n'est pas tenu ni obligé, et je le déconseille, de prendre une assurance spécifique pour des gens qui télétravaillent. Si vous appelez un assureur en disant j'ai des salariés qui télétravaillent et je prends l'assurance, assureur égale voleur, ils vont vous proposer une assurance, c'est sûr. Vous n'allez pas payer inutilement. C'est couvert par la Sécu en cas d'accident ou d'incident. L'accès au domicile, alors si vous avez une CHSCT, un conseil sécurité hygiène dans vos structures, comme la direction, vous avez une faculté de demander l'accès au domicile pour voir si les conditions techniques de sécurité sont effectivement garanties. Alors, ça ne nécessitera pas l'accord du salarié. Par contre, il faudra prévenir le salarié, notamment et uniquement si vous fournissez le matériel. C'est-à-dire que l'office fournit le matériel et vous décidez d'envoyer quelqu'un pour installer le matériel, le connecter, etc. À ce moment-là, cette personne dira je passe dans 3 jours et là, le salarié devra ouvrir sa porte pour l'installation de ce matériel. Que pour ça, hein. L'autre salarié n'a pas à aller fouiner dans l'appartement du salarié qui télétravaillera. Et après, ça peut être des visites de sécurité périodiques. C'est à mettre dans la charte, mais c'est vraiment pratiqué. Je dirais, s'il n'y a qu'un ordinateur, c'est pas ça qui va créer des risques démesurés. Protection de la vie privée. Si vous mettez en place des moyens de surveillance, il faudra prévoir dans la charte. Hein. Si vous mettez une webcam pour filmer le salarié en train de télétravailler, mais ça n'existe quasiment pas non plus. Hein. Et puis après, de les rassurer également, c'est le dernier point de la charte, c'est plus une information que tous les droits sont maintenus en télétravail. Droit à l'ancienneté, droit à toutes les informations, je dirais, sociales qui pourraient intervenir dans la structure. Autant de ne pas l'isoler, de le faire participer à des réunions, autant de bénéficier de tout le processus de gestion des RH, voilà, pour généraliser, que ce soit des conditions de réunion, des conditions de repos, des conditions de congés payés, etc. Enfin, tout ce qui est droit social, tout ce qui relève de la convention collective en général. Et puis, je vous remettrai aussi effectivement que, alors c'est par rapport au créneau horaire, de ne pas vous faire piéger en tant qu'employeur, par rapport aux heures sup, d'interdire les heures sup, sauf à la demande de l'employeur, parce que là aussi en télétravail, comme le contrôle n'est pas factuel, c'est sur du déclaratif du salarié,
faire attention à ne pas vous faire avoir avec ces heures supplémentaires. Et idem pour le travail du dimanche et les jours fériés. Ça peut être cloisonné dans la charte aussi et cadré en tant que cadre dirigeant qui va mettre en place cette charte sur le télétravail. Voilà, je vais très très vite, je suis désolé. Est-ce que vous avez des questions? Mais prenez le temps de la rédiger. Voilà, vous avez la faculté d'y passer par tous les moyens au cas par cas par chaque salarié. Et après, je dirais c'est plus pour l'avenir d'élaborer cette charte et de l'avoir effectivement pour l'avenir. Vous pourriez la rédiger là en juin, juillet, août pour une mise en place en septembre. Voilà. Parce qu'on peut supposer qu'effectivement, d'ici un mois, la loi d'urgence qui va jusqu'au 24 juillet, on peut espérer, pas supposer qu'elle ne soit pas renouvelée. Donc à ce moment-là, effectivement, le télétravail était déjà prévu par le Code du travail, mais il faudra quand même renforcer et recadrer. Ce qui a été fait en urgence, notamment jusqu'au 11 mai, et ce qui doit être fait ultérieurement, il faut y penser à cadrer, parce que les questions commencent déjà à arriver. Voilà. Et là, ça a été fait en urgence. Et très peu ont touché d'indemnisation, cette fameuse allocation forfaitaire. Et les salariés commencent à demander, en disant, j'ai utilisé mon ordinateur, j'ai utilisé mon électricité, j'ai utilisé mon chauffage. Et il est logique, même pour moi, à mon sens, effectivement, d'indemniser, ne serait-ce que de 5 € par jour. Mais encore faut-il le prévoir. Ça vous laisse muet tout ça? Non, moi je voulais savoir si dans le cadre d'un EPIC, donc une fois que ce sera terminé, l'urgence sanitaire, on va devoir délibérer pour dire on met en place le télétravail de façon pérenne ou pas. Ou comme ça existe dans le Code du travail, il n'y a pas besoin, c'est bien de faire une charte, mais voilà. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste pour cadrer. Donc, si vous sentez qu'effectivement, il y a une majorité de personnels qui sont susceptibles de demander à télétravailler, je conseillerais, mais je ne peux pas obliger parce que la loi ne l'oblige pas non plus, je conseillerais effectivement de mettre en place une charte qui va cadrer un petit peu, qui va cloisonner les conditions de mise en œuvre, d'accessibilité, de mise à disposition de matériel, d'indemnisation. Donc, le personnel comme ça, il n'y a pas besoin. Mais il n'y a pas besoin. Si vous voulez passer de manière simple, d'un commun accord, au cas par cas, par mail, avec chaque salarié, vous pouvez. Mais attention aussi. Essayez de rester homogène et équitable dans ce que vous allez décider avec les uns et les autres. Le risque après, oui, bien sûr. Mais ma question relevait surtout de la délibération. Comme on a un comité directeur, est-ce qu'on doit d'abord passer par une délibération ou pas? Ou est-ce que ça suffit une charte? Alors, pendant la crise sanitaire, non. Après la crise sanitaire, oui. Parce que, notamment, si vous intégrez dedans une indemnisation, l'allocation, elle devra être délibérée et intégrée sur une ligne budgétaire XY. Donc, si on fait une charte, il faut délibérer. Si on ne formalise pas, excepté par mail au cas par cas, il n'y a pas besoin de délibérer. Sauf si vous avez un axe financier, si vous décidez d'indemniser et que ça n'a pas été prévu déjà par une précédente délibération concernant le budget. D'accord. Sinon, vous serez obligé de faire une DM éventuellement. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on délibère seulement s'il y a un axe financier dans la question. Ouais. Ok. Merci. Après, globalement, je conseille, justement pour cadrer. C'est comme le DER, c'est comme les règles de gestes barrières, c'est comme une démarche qualité. C'est de mettre en place un process qui va être aux yeux de tous. C'est comme un règlement intérieur, de dire voilà les règles chez nous. Oui. Voilà comment ça va se passer au niveau du télétravail. Parce que des modèles de charte, vous avez ceux d'ADL, moi je peux vous en envoyer, vous en aurez pléthore des chartes. Par contre, il va falloir à un moment se poser et dire est-ce que ça, on le fait chez nous ou pas? Est-ce qu'on l'adapte ou pas? Est-ce qu'on le supprime ou pas? Et tout n'est pas supprimable non plus. D'accord. Moi, je conseille toujours de cadrer. Voilà. Parce que pour l'instant, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et puis, et comme je vous l'ai déjà dit et comme j'ai déjà vu et entendu et demandé, ça commence. Voilà, on sort du confinement, on est un peu moins stressé, on commence à revoir nos conditions de travail. Et puis, dans votre réseau, ça va très vite. Si un office touche 8 € d'indemnisation forfaitaire et que dans le vôtre, vous ne mettez rien, ça va aller très, très vite. Il y aura une sollicitation à un moment ou à un autre. D'accord.
Il y a un point que je n'ai pas abordé non plus. Alors, c'est pour les. À moins que vous ayez des questions, je ne vais pas squatter la parole non plus. Jusqu'au 25 juin, pour l'instant, c'est prévu comme ça. C'est la notion de pouvoir faire des délibérations par rapport à ces CODIR ou ces conseils d'administration en visio, en audio ou en présentiel. Donc là, c'est jusqu'à fin juin, on va dire. Jusqu'à fin juin, c'est encore possible. Au-delà, il faut attendre les prochains décrets. Maître Gossaume, bonjour. Juste une question concernant l'indemnisation. Aujourd'hui, on est dans un contexte où bon, il y en a qui ont pris la décision de venir retravailler tous les jours sur site parce que c'était une envie et parce que c'était un peu lourd de rester à la maison. D'autres ne peuvent toujours pas parce qu'on attend le 22 juin que les écoles réouvrent normalement, et j'ai entendu le mot obligatoire dimanche soir pour les parents. Ouais, voilà, pour les parents de positionner leurs enfants dans les écoles. Aujourd'hui et demain, moi, j'ai, admettons, quelqu'un de l'équipe qui me dit, bah, écoute, non, moi, j'ai pas envie de revenir, même si mes enfants vont à l'école, je veux rester en télétravail, alors qu'il peut revenir physiquement. Du coup, est-ce que l'indemnisation marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il est en droit de demander l'indemnisation? Il est en droit de demander, oui. Est-ce que vous êtes en droit de l'octroyer? Non, rien ne vous l'impose. Parce que là, vous êtes en dehors d'une charte, ce sera au cas par cas. Donc déjà, vous pouvez effectivement refuser cette demande de télétravail et exiger le présentiel. Après, dans le cadre de la charte, effectivement, ça sera un peu compliqué parce que dans la charte, il faudra motiver le refus. S'il a été prévu, il y aura un cadre, il faudra motiver le refus, soit un événementiel, soit etc. Après, ça fait partie de la complexité et du flou des annonces. Effectivement, les écoles devraient réouvrir le 22. Après, l'annonce qui a été faite ce matin est déjà très pondérée parce que c'est du 100% pour les maternelles. Après, pour les élémentaires et le collège, la distanciation d'1 mètre est toujours maintenue. Ils ont supprimé les 4 mètres carrés, mais ça, c'est, à mon sens, je vais être grossier parce que je suis grossier, c'est de la connerie. Parce que 1 mètre de distance, ça veut dire 4 mètres carrés. Si vous voulez, si vous mettez 1 mètre de distance devant, 1 mètre de distance des deux côtés, 1 mètre de distance derrière, vous avez 4 mètres carrés. Donc, sauf pour nous prendre pour des idiots, effectivement, c'est très très fort ce qu'ils ont fait. Et pour avoir un échange ce matin de bonne heure avec l'enseignant de mon fils, effectivement, il n'a déjà plus beaucoup de cheveux, mais il se tire les cheveux sur la tête parce qu'il ne sait pas comment il va faire. Voilà. Donc, ne plus respecter ces 4 mètres carrés, respecter ces 1 mètre de distance, il dit je vais serrer, écarter un peu les murs, mais je ne pourrai pas accueillir tous les élèves de ma classe en élémentaire. Ils sont 23, si je tasse un peu, je peux en mettre 18, peut-être 19 si certains ont un peu maigri pendant le confinement. Mais voilà, on en est arrivé un petit peu là pour désacraliser, mais c'est vrai que c'était un peu stressant pour lui. Donc, d'où cet échange juridique parce qu'il ne savait pas comment faire. Et la directrice de l'école psychotait aussi, donc c'était un peu compliqué. Ouais, je confirme. Chez nous, en collège, ils feront 1 jour sur 2. Ils ne peuvent pas. Oui, bah voilà, c'est ce qui va être maintenu, je pense. Moi, c'est ce que je vois dans les écoles élémentaires et collèges de Rennes. Pour celles qui sont réouvertes, il y en a qui ne sont pas encore réouvertes. Et après, la question se pose en ricochet par rapport à l'activité partielle, puis en ricochet par rapport au télétravail. Parce que l'activité partielle, aujourd'hui, jusqu'à fin juin, est maintenue si le salarié justifie d'une attestation de l'école ou de la crèche, ça vaut autant pour tous les moyens de garde, qui atteste que l'enfant X n'est pas accueilli au sein de l'école parce qu'elle est fermée, etc. Donc, ces attestations devront être émises en pagaille mardi en fonction de ce qu'ils auront mis en place. Et après, pour le télétravail, effectivement, ça risque d'être encore un choix. Alors après, ceux qui ne remettront pas à l'école, je pense qu'il n'y aura pas de risque particulier de signalement, d'absence. Parce que quand un enfant est absent, il y a un signalement. Et après, vous avez une enquête sociale, voire vous passez devant le juge. Là, il n'y a pas de risque, parce que autant les syndicats des enseignants que les syndicats des parents d'élèves ont dit non, on est le 22 juin, ça sera comme toutes les années, quoi. Il va manquer crescendo des enfants qui partent en vacances le 25 juin, le 30 juin, etc. Donc, on ne va pas se prendre la tête avec ça, on a assez de soucis. Après, les conséquences sur l'activité partielle et le télétravail,
D'où ce cadrage par la charte éventuellement, qui permettrait d'avoir un cadre un peu plus strict. Là, vous êtes dans le cas par cas par rapport à la question posée. Vous êtes dans le cas par cas, donc vous pourriez imposer le retour en présentiel si vous pouvez garantir le personnel que vous avez mis tous les gestes barrières au sein de la structure. Sous couvert là aussi que l'éducation nationale puisse valider malheureusement un certain nombre d'arrêts de la maladie qui vont être déposés par les profs. A priori, c'est Aussi, quand même une effectivement, situation qui est en train de se généraliser. on a eu les conséquences effectivement d'un certain nombre d'arrêts maladie de profs et qui, pour certains, vont les contraindre, bien entendu, à rester chez eux ou chez elles. C'est un peu le cercle vicieux aussi. Il y a le choix de risque. Hein. Alors, on a 60% effectivement des enseignants qui sont encore chez eux pendant toute la crise. Hein. Donc, il y avait beaucoup de visio, mais ce n'était pas tout. Il y a des enseignants qui ont des enfants aussi. Donc, des enfants dans des écoles ou dans des crèches qui ne sont pas réouvertes, qui ne vont pas accueillir. Donc, c'est là le cercle vicieux. C'est qu'après, on n'arrive pas à s'en sortir. Là, la réouverture au 22 juin, je pense qu'il n'y a pas trop à psychoter. Je pense que jusqu'à fin juin, tout va être maintenu en activité partielle et ou télétravail. Et à mon sens, c'est plutôt une amorce psychologique de dire à tout le monde, on rouvre au 22 juin, donc ça suppose qu'au 4 septembre, toutes les écoles seront réouvertes. C'est plutôt ça. Parce que là, oui, pendant une semaine, ça va être un peu la cacophonie encore. Je reviens, moi, enfin, je sais pas mes collègues, hein, mais je trouve ça, enfin, on est dans une situation qui est relativement particulière, parce qu'on privilégie le télétravail, et ce que je comprends tout à fait. Et puis, on en a qui veulent rester en télétravail, mais qui se plaignent de ne pas avoir de travail. Enfin, c'est relativement, c'est très, très complexe. Et puis, on a ceux aussi qui menacent en disant, mais de toute façon, moi, je ne veux pas mettre mon enfant à l'école, même si c'est obligatoire, je resterai à la maison et je me mettrai en arrêt de travail. Donc, on a aussi voilà, je ne sais pas pour mes collègues, mais je trouve que la situation, je pense qu'on pourrait en faire un bouquin, hein, sérieusement, parce que c'est compliqué et moi, j'en ai déjà qui m'ont dit, mais moi, si c'est ça, je me mettrai en arrêt de travail. Donc, comment ça se passe si effectivement certains décident de se mettre en télétravail parce qu'ils ne veulent pas mettre leur enfant, même si leurs enfants peuvent être accueillis? Ça, moi, j'ai vu nulle part ce qu'on pouvait faire là-dessus. Ceux, effectivement, vous disiez, qui sont en télétravail, qui se plaignent de ne pas avoir de travail, mais c'est compliqué. Mais enfin, vous connaissez le sujet, Maître Gosso. Moi, j'en ai qui sont titulaires de la fonction publique, donc qui ont un statut de protection en termes du chômage partiel, et donc du coup qui jouent un peu là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que je ne sais pas si en termes de charte, il y a des très bons exemples ou si vous pouvez nous accompagner là-dessus, parce que c'est vrai que c'est hyper touchy, moi je trouve, hein, sur tous ces aspects-là. Je ne sais pas, j'aimerais bien avoir le sentiment de mes collègues, mais je trouve ça très très touchy, quoi. Alors déjà, oui, moi je peux vous envoyer un modèle gratuit de charte de télétravail. Je l'enverrai au CRT et on vous le reroutera derrière. C'est un modèle. Hein. Vous avez celui, comme j'ai lu tout à l'heure, où a été dit, il y a celle d'ADN, sur le portail d'ADN OTF. Après, il faut faire un mix, mais ça permet effectivement ce que je répondais tout à l'heure à Sandrine Paillet, c'était effectivement de cadrer. L'important, c'est toujours ça, de toute façon. Dans le management, c'est ça. Si vous ne cadrez pas, ça part à volo et c'est l'anarchie. Donc c'est de cadrer. Après, il y a des limites au cadrage. Et ça peut être effectivement dans les structures mixtes. Alors, quand c'est des mises à disposition, c'est un peu plus compliqué parce que quand c'est des mises à disposition, c'est les règles de la collectivité qui vont s'appliquer. Je parlais de charte de télétravail et ce que je vous enverrai, effectivement, c'est mixte parce que ça s'applique autant au droit public qu'au droit privé. Mais quand je parle de droit public, c'est notamment le directeur d'un EPIC qui est en droit public. Pour la mise à disposition, il faudra voir effectivement avec la collectivité de voir comment a été mis en place le télétravail. Et ça, on l'avait avant, on l'a eu pendant la crise, on l'aura après. Je veux dire, la mixité des différents statuts, d'arriver à gérer ça. Il faut une harmonie au niveau des dirigeants, tant de la collectivité que de l'office de tourisme, de dire on fait ensemble la même chose. Ça se pratique de plus en plus. Après, le souci, c'est qu'on va plus vers l'application de la collectivité, parce qu'il est plus simple de modifier des fonctionnements d'un office qui a 5, 10, 15 salariés que de modifier un fonctionnement d'une collectivité qu'on a 100, 200, 300, 500. Voilà. Donc, ça peut coûter cher aussi, parce que les avantages de la fonction publique sont en général supérieur au droit privé, en général.
Après, j'ai pas de réponse non plus. On est effectivement dans le flou. Il y a un peu de tout. Il y a ceux qui décident de télétravailler et qui ont la faculté et qui ont du travail. Voilà, c'est ça aussi. Après, il y a votre possibilité de stopper le télétravail parce que vous estimez que le présentiel, c'est la règle chez vous et que vous avez mis en place dans vos locaux l'ensemble des procédures DUER pour permettre et garantir la protection sanitaire du personnel. Après, ceux qui décideront effectivement de ne pas remettre leur enfant à l'école et de voir, j'allais dire, ou négocier avec son médecin pour avoir un arrêt du travail, je dirais que c'est un petit peu aussi de bonne guerre. Tout dépend de l'enfant, tout dépend de la situation. Alors là, moi, je ne vous cache pas, je vais vous le dire carrément, hein, j'ai un enfant handicapé. C'est hors de question qu'il retourne à l'école. Voilà. C'est un gamin hypersensible. Au contact du virus, je suis sûr qu'il va le choper. Son médecin spécialisé me l'a dit aussi. Donc, je suis allé voir le médecin généraliste, son médecin traitant, et il m'a fait un arrêt no problème depuis le 15 mars jusqu'au 5 juillet. Et sa maman est en arrêt de travail simultanément. Il n'y a que moi qui bosse. Voilà. Donc oui, c'est de bonnes règles aussi, et puis on ne peut pas s'opposer à ça. Voilà. On peut pas s'opposer à ça. Ça fait partie de la période et puis du flou aussi. Voilà. Mais ce n'est pas un flou que je critique, hein. C'est un flou qui fait que cette crise sanitaire est nouvelle, que tout n'est pas maîtrisé et que le principe de précaution que vous devez avoir au niveau de vos DUER à toutes les échelles de décision jusqu'au gouvernement, et quel qu'il soit, c'est de prendre des précautions. Après, on a déjà des commissions d'enquête, effectivement, pour voir si ça a été bien fait ou mal fait. Voilà. Ceux qui ne se trompent pas, effectivement, je n'en connais pas beaucoup. Donc, oui, il y a eu des erreurs sans doute. Et puis, il y en aura d'autres à venir derrière, sans doute aussi. Et après, chacun fera son avis en fonction des résultats et de la polémique qui gérera par rapport à ça. Le principe, je pense, c'est d'essayer tant bien que mal, effectivement, et en considérant chaque personne. Alors, il y a plein de solutions. Hein. Il y a des solutions, je ne vais pas trop parler, mais j'en ai parlé un tout petit peu, c'est de monétiser aussi. Vous pourriez dire au personnel, prenez vos congés. Parce qu'il y a là aussi, il y a peut-être des congés qui, logiquement, auraient dû être apurés au 31 mai qui n'ont pas été pris. Vous avez la possibilité de monétiser 5 jours de congé ou de RTT. Vous avez peut-être un compte épargne-temps, peut-être c'est l'occasion peut-être de puiser le temps. Peut-être qu'on ne va pas faire trop d'activités partielles, de moins en moins pour ceux qui en font, parce que ça coûte tant à la structure qu'à l'État, donc à vous, parce que c'est vos impôts un jour qui finiront par payer cette ardoise. Et le télétravail, après ceux qui n'ont pas de travail en télétravail, effectivement, tout n'est pas compatible. Et pour cela, il n'y a qu'une règle, c'est revenir en présentiel, à mon sens. Question concernant les rassemblements. Il a a priori de vraies limitations. De manière générale, est-ce que les rassemblements supérieurs à 10 sont toujours interdits? Comment ça se passe pour les… Voilà, on a des groupes, est-ce qu'on peut les remettre en route de façon normale? Est-ce qu'on est toujours limité à 10? On en est où à ce sujet-là? On en est encore un petit peu dans le flou aussi. Alors oui, la règle des 10 n'a pas été supprimée totalement. Les regroupements de plus de 10 personnes sont susceptibles toujours être interdits, sauf dérogation particulière, comme ça l'a été pour les dernières manifestations où ça reste toléré dans la limite d'un avis préfectoral, d'autorisation. Après, Après, oui, vous pourriez y déroger. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe dans ces manifestations où ils sont 10 000, 15 000, que les trois quarts ne portent pas de masque, etc., et qu'ils sont tous côte à côte,
Je veux dire, ils devraient tous être interpellés pour manquement aux gestes barrières. Donc, mais pour moi, aujourd'hui, oui, c'est toujours des regroupements de 10 personnes. Sous réserve, hein, ça devrait être modifié dans 4 jours, je pense. Et du coup, je rebondis moi aussi. Dans les trains, ils ont supprimé une place sur deux, si j'ai bien compris. Du coup, dans les cars, est-ce que c'est pareil ou pas? Oui, ce sont les mêmes règles. Hein. Tous les transports en Pareil. commun, c'est tous côte à côte avec obligation du port du masque. D'accord, Donc, mais pour les visites, dans les cars de transport, enfin, je veux dire, si on organise une visite ou quoi que ce soit, on n'est plus obligé de mettre 25 personnes dans un car de 50, on peut augmenter. voilà, je pense que vous pourriez déroger, même pour les visites guidées en extérieur, effectivement, déroger à cette règle des 10 parce que c'est dérogé partout. D'accord. Alors le texte est toujours là, mais le texte allait jusqu'au 15 avril. Donc, si on applique le texte stricto sensus, on peut dire que cette règle n'existe plus. D'accord. Ok. Donc, Donc, après, imposer le masque, voilà, c'est de garantir une sécurité. Il faut aussi rassurer le client quand vous faites ce genre d'événement. Voilà, donc, sur une visite d'1 heure, oui, le masque, je pense qu'il est supportable. Ou la visière. Donc, dans ce cas-là, on peut déroger à la règle des 10. En visite guidée, on peut si le port du masque est obligatoire. Oui, tout à fait. Parce que D'accord. c'est une grosse difficulté aujourd'hui, parce que c'est vrai que Nous aussi, les pour guides, relancer l'activité. c'est ça, et puis les guides conférenciers, enfin nous personnellement avec lesquels on travaille, ne veulent pas baisser les prix, veulent toujours avoir les mêmes prix, et du coup c'est une perte d'argent. Donc on était vraiment dans l'expectative de se dire est-ce qu'on maintient ou pas des visites qui sont à 20 voire 25, voilà. Et donc ok. Mais on peut avoir des soucis ou pas, parce que du coup c'est vrai que ça n'a pas été clair véritablement dimanche, quoi, et on n'a rien là-dessus, quoi. Non, il y aura aucun souci par rapport à ça. Il y aura aucun souci. Après, Ok. l'autre règle qui est permanente, hein, je dis au tout début, la seule autre règle permanente, c'est la distanciation d'1 mètre. Et là, c'est pareil. Une fois que les gens auront le masque, ils vont tenter de se rapprocher. Et un groupe de 20 personnes en visite guidée avec le masque, mais c'est toutes les aberrations. C'est que dans les transports, on a le droit d'être à moins d'1 mètre avec le masque. Et à côté, on oblige à une respecte. Donc, d'un côté, on déroge, d'un côté, on autorise avec le masque, etc. C'est très compliqué d'analyser. Je ne vous cache pas que moi-même, sur les textes, il y a des moments où je me casse la tête parce que les textes se renvoient les uns aux autres et il y a des contradictions dans l'application qui sont aberrantes. Cette distanciation d'1 mètre est toujours là depuis le début. Hein. Depuis les lois du 15-16 mars, elles sont là. Donc, si vous avez 20 personnes dans le groupe en visite guidée, ils doivent tous être à 1 mètre les uns des autres. Ça serait la règle. Mais il n'y a pas de risque. Pour moi, il n'y a aucun risque, effectivement, d'organiser des visites à 15-20 personnes ou d'avoir un bus de 60 personnes et tous avec le masque à l'intérieur. Après, c'est le transporteur lui-même qui va peut-être vous bloquer et qui aura érigé ses propres règles, son propre protocole éventuellement. Ouais. C'est la difficulté qu'on a. Pour information, la SAVAC refuse effectivement 50 personnes dans un bus. Elle reste sur 25, ouais, c'est ça. Là, il faut encore patienter. Je pense qu'à partir du 22 juin, il y aura encore une souplesse, comme ils l'ont fait pour notamment l'Île-de-France, où les restaurateurs vont pouvoir accueillir à l'intérieur. Je pense qu'il y aura encore des assouplissements. Mais c'est très compliqué d'anticiper. Parce que tout est lié en permanence. C'est ce que tout le monde un peu oublie. C'est que tout est lié à cette fameuse pandémie. Il y a tellement de craintes que ça revienne. Et vu ce qu'on a entendu en début de semaine en Chine, voilà, ça fait automatiquement, ça crée une psychose automatique. Après, il faut avoir les bons éléments entre les annonces, les médias, la com qui est faite, parce que c'est un scoop, il y a 137 cas effectivement à Pékin. Quand vous analysez un petit peu et vous cherchez des informations officielles, vous apercevez que sur les 137, il y en a 100 qui viennent de l'extérieur de Pékin. Donc, c'était pas, le spectre, il n'est pas à Pékin, il vient de l'extérieur, comme ça s'est passé à Wuhan quand ils ont réouvert. Il y a eu un rebond, un micro-rebond d'une 30aine de cas, parce que c'est des gens qui revenaient de l'extérieur et qui ont retransmis le virus. Après, je pense qu'en France, effectivement, avec tous les
procédures qu'ils ont mis en place, même s'il y avait un rebond, je pense que la France est prête à canaliser. Mais ce qui ne va pas empêcher peut-être, comme il y a encore aujourd'hui quotidiennement, de nouveaux décès de ce virus. Mais on est encore dans une période de flou, de sortie, voilà. C'est parce que ça sort de partout. C'est comme votre plan tourisme. Il a été annoncé le 14-15 mai, hein, suite au comité interministériel. On est le 18 juin, rien n'est sorti. La campagne de communication d'Atout France, dans laquelle les offices devraient être sollicités pour participer et mettre toutes vos informations dans un espèce d'open data, je n'ai encore rien vu. Hein. Et ça, c'est dans le plan tourisme. Pour moi, j'ai une question par rapport à l'office de tourisme en tant que tel au niveau de l'accueil. Donc, on est d'accord, on a les plexis et on ressemble à des poissons dans un bocal. On a les visières ou masques. Qu'en est-il? Voilà. Est-ce qu'on peut recommencer à mettre de la documentation à disposition, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut réouvrir un peu plus l'espace d'accueil qu'on a restreint pour éviter justement qu'il y ait trop de monde qui s'agglutine dans l'espace d'accueil? Est-ce qu'on repart sur du avant ou est-ce qu'on continue comme ça pour l'instant? Alors, pour la distanciation, vous devez respecter. Donc, il faut absolument que les personnes extérieures soient toutes à 1 mètre de distance. Donc, ça, pour moi, ça reste la règle. Après le 22 juin, peut-être que ça sera assoupli, comme dans les écoles, hein, c'est fameux 4 mètres carrés éventuellement. Quant à la documentation, elle n'a jamais été interdite à la distribution. Donc là, c'est un choix complètement interne, au cas par cas. Alors, c'était surtout pour éviter de la laisser à disposition, pour éviter que les gens les prennent, touchent, remettent. C'était surtout ça, en fait. Oui, mais ça n'a jamais été interdit. Je dirais, c'est comme dans les supermarchés ou dans tous les commerces depuis le 16 mars. Quand vous achetez un paquet de pâtes, vous ne savez pas si le client d'avant l'a pris, l'a mis dans son caddie ou l'a reposé parce que ce n'étaient pas les bonnes pâtes. Voilà, donc ça n'a jamais été interdit. Après, c'est de mettre des affichages en… Je connais un office qui a mis ça, c'est un document pris, un document gardé. Voilà, donc ils interdisent par un affichage de reposer. C'est qu'on ne peut pas feuilleter, par exemple. Ça ne m'intéresse pas, je repose. Voilà, c'est vous prenez et vous partez. C'est du gaspillage. Donc, la plupart des offices, quand ils ont vu ça, effectivement, on fait du conseil en séjour à 2000%, disant qu'est-ce que vous voulez, et en fonction de la demande, ils donnaient le ou les documents ad hoc. Après, vous pourriez commencer sur certaines documentations. Alors après, c'est plus vous les techniciens, mais sur certaines documentations, je dirais, de base ou d'appel, remettre en libre service. Puis remettre un petit panneau en disant si vous touchez, vous prenez, quoi. Mais je vois que ça. Mais ça n'a jamais interdit et vous pouvez le faire. Voilà, il n'y a pas de… Comme dans les librairies, comme chez les buralistes. Mais ça fait partie des aberrations. Hein, je veux dire, c'est chez les buralistes, dans certaines librairies qu'on a ouvertes, dans les supermarchés où il y avait des bouquins aussi et de la doc touristique aussi. Les gens pouvaient prendre, poser. Et simultanément, on a fermé les bibliothèques. Moi, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que je n'ai pas tout compris non plus. Pourquoi on réouvre les supermarchés? Pourquoi on n'a pas réouvert tout de suite tous les commerces de la même manière, avec ces mêmes gestes barrières? Et effectivement, quand on rentre dans le magasin, on se lave les mains, et quand on en sort, pour nous, on se relave les mains aussi, voilà, au cas où. C'est des gestes, des rituels à prendre. Alors, pour autant, le masque, si vous l'imposez, vous êtes obligé de le fournir. Autant si vous imposez le lavage des mains, là, par contre, vous êtes imposé de fournir le gel à l'entrée de la structure. Même si la plupart, aujourd'hui, ont tous leur gel dans leur poche. Mais vous pourriez imposer effectivement le lavage des mains pour entrer dans l'office de tourisme. Et ensuite, derrière, par rapport à ces présentoirs et à toute votre doc, rassurer le client. Voilà. Puisque tout le monde s'est lavé les mains, on peut supposer que le virus est mort en entrant et que chacun peut tripoter la documentation comme il entend. Moi, ça ne me choquerait pas. Et ça ne me choque pas, d'ailleurs, c'est ce que je fais en permanence. Je me lave 50 fois les mains par jour. Bon, après, on a les mains un petit peu desséchées avec le gel, mais sinon…
Est-ce que vous avez d'autres interrogations? J'en avais, si c'était possible, pour revenir sur les exonérations de charges. En début d'intervention, j'ai cru comprendre qu'il était possible que les offices du tourisme ne soient pas concernés. Parce que moi, j'ai regardé, j'ai trouvé une liste avec des codes APE où il y a le code 79. Oui, dans l'État, effectivement, il est concerné. Dans l'État, il est concerné. Tout le secteur du tourisme est concerné. Les TPE, les PME, etc. sont toutes concernées. Mais j'émets des réserves, en fait. J'émets des réserves parce que entre ce qui est annoncé et ce qui se réalise au final, c'est comme pour les activités partielles. Le chômage partiel, au tout début de la pandémie et encore aujourd'hui, selon les secteurs, certains offices de tourisme sont titillés par les directs pour ne pas pouvoir bénéficier d'activités partielles ni de report de charges sociales. Donc en Ile-de-France, j'ai jamais eu d'écho particulier. Il y a d'autres régions où les directs. Non, j'ai pas eu de souci, moi, côté activité partielle, j'ai pas eu de problème. Donc pour l'instant, effectivement, comme vous avez été obligé de fermer vos locaux et que votre reprise. Alors après, le souci, c'est la reprise. C'est que là, depuis le 11 mai, vous êtes supposé être réouvert avec l'application des gestes barrières. Donc, je crains qu'il faille, c'est quasi sûr, il faudra justifier et montrer patte blanche pour pouvoir être exonéré et justifier par des moyens comptables. De dire qu'effectivement, je demande l'exonération parce que, effectivement, j'ai une activité commerciale inexistante ou négative. C'est comme le fonds de solidarité. Oui, ils annoncent 1 500 €, mais quand vous regardez dans le détail, pour y accéder, il faut… alors que les offices y ont droit. Hein. Je ne sais pas si tout le monde l'a demandé, mais vous auriez droit effectivement à ce fonds de solidarité et d'une aide de 1 500 € minimum par mois. Mais derrière, il faut aussi justifier que ça est bien réel et sérieux. Voilà. Et là, dans le texte, par rapport aux exonérations, comme pour le report de charges sociales, on annonce bien effectivement, alors c'est en catimini, c'est dans une circulaire ministérielle, vous ne le trouvez ni dans la loi, ni dans le décret, ni dans l'arrêté, c'est une circulaire, et les directs s'appuient sur ces circulaires, hein, c'est la consigne et la doctrine gouvernementale, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir justifier d'un ou de plusieurs motifs qui font qu'on doit être exonéré, et que simultanément, on a mis en place tout ce qui était possible pour ne pas être exonéré ni faire ce décalage de charge. Donc, ça va à ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, entre souscrire un emprunt, mettre en place le télétravail, continuer à être réouvert le plus tôt possible. Donc, en fait, ça va être un jeu du chat et de la souris un petit peu. Voilà. Et je ne garantis pas que tous les offices, de par la loi, sont plus argumentés, bénéficient de tout ça. Et comme dans les épiques possibles avec la perte de taxe de séjour. La taxe de séjour n'est pas une activité commerciale. Non, mais c'est ce qui nous fait vivre et qui paye en partie nos salaires, quoi. Oui, mais on parle d'activité économique et commerciale. Donc oui, il va falloir argumenter effectivement par rapport à ça. Mais j'en suis d'accord. Hein. Et puis tous les EPIC ne sont pas au même niveau. Hein. Il y a les EPIC qui ont une activité commerciale très forte qui fait 50, 60, 70%, voire certains offices qui font 100% d'activité commerciale, hein, qui sont autonomes, hein, qui n'ont pas de subvention ou d'aide de la collectivité. Et puis il y a les EPIC qui font 5, 10% d'activité commerciale. Donc tout le monde ne sera pas égal par rapport à ça. Donc, et moi, je n'ai pas le texte et je suis comme saint Thomas. Tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Mais oui, à la base, effectivement, le secteur du tourisme sera exonéré pour les 4 mois de crise sanitaire, et notamment les TPE. Mais j'attends de voir le texte. Ouais. Et les conditions d'exonération. Oui, mais oui. Mais vous avez le droit, effectivement, On peut dire aujourd'hui, oui, vous êtes dans les structures qui sont fortement susceptibles d'être exonérées. Et d'avoir des reports de charges jusqu'en septembre aussi. Ce n'est pas que celle de juin qui vient de se produire, ça pourrait être la prochaine aussi. Question, on commence à entendre ici et là qu'avec cette baisse drastique de recettes de taxes de séjour,
certains offices commencent à licencier du personnel. J'ai des échos. Est-ce que vous, au niveau national, vous ressentez ça aussi? Vous avez eu des retours? Oui, alors ADN, je pense, est un peu plus exhaustif que moi. Moi, je n'accompagne pas tous les offices de tourisme de France. Marc ADN non plus, vous me direz. Oui, j'ai eu quelques petits échos. Voilà. J'ai 3-4 cas où effectivement la réflexion est lancée. Parce que l'activité commerciale qui permet d'autofinancer n'est pas suffisamment forte et que la collectivité ne souhaite pas refinancer l'office de tourisme plus qu'il ne l'est aujourd'hui. J'ai encore pas vu de licenciement. J'ai 3-4 cas où c'est une réflexion en cours et dans l'attente de ce qui va sortir là, notamment fin juin, et notamment exonération de charges sociales. Et quand vous avez 30-40 000 d'URSSAF à sortir, effectivement, ça fait un poste maintenu. Donc, l'enjeu, il est à ce niveau-là. Oui. Mais c'est un peu le cercle vicieux aussi, parce que qui licencier? On va licencier le commercial, mais si on licencie le commercial, on ne peut plus recommercialiser. Donc, c'est très, très compliqué. Très compliqué. Tout ce qui est mission de service public, accueil, info, promo, c'est hors de question, parce que là, c'est la collectivité qui va crier. Après, c'est un petit bras de fer hein, d'essayer d'avoir des aides à droite à gauche. Après, il y a l'emprunt. Hein. L'emprunt, il n'est pas interdit. Hein, il faudrait avoir une visibilité sur la reprise économique. Hein, parce que de faire un emprunt de 50 000, 100 000 euros, pourquoi pas. Mais comment le rembourser? Dans quel délai? Voilà, c'est ça aussi la crainte. C'est que l'emprunt peut aboutir à faire couler la boîte elle-même. C'est l'emprunt qui peut déclencher la liquidation. Alors que tout le monde essaye de vivoter, je dirais, depuis 3-4 mois, essayer de trouver des solutions alternatives via les mesures du gouvernement, comme l'activité partielle pour soulager la masse salariale, le coût RH, via le report de paiement de charges sociales ou de fiscalité, hein, sauf la TVA, via le report de tout ce qui est commercial. Je n'ai pas abordé ça aussi, mais ces fameux avoirs et nouvelles propositions qui sont des soupapes qui permettent de ne pas avoir que des charges pendant cette crise et sans aucune ressource. Moi, je proposerais bien volontiers à ce moment-là au CRT, si effectivement il y a ce type malheureusement de situation qui s'opère au sein de la région Île-de-France, c'est le cas échéant d'avoir une espèce de plateforme sur laquelle effectivement on puisse avoir des salariés qui pourraient être à un moment ou à un autre concernés malheureusement par ces plans et les mettre éventuellement en relation dès lors où de l'autre côté on a des offres qui peuvent émaner aussi de certaines structures parce que moi je vois effectivement Grand Paris Sud est en pleine construction. Même si effectivement il y a des baisses drastiques qui vont être constatées, enregistrées et puis forcément subies à cause de une partie de la perte de la taxe de séjour, on est en pleine construction. Donc forcément aussi à un moment ou à un autre, on est comment dirais-je, en capacité de pouvoir opérer quelques recrutements. Donc voilà, donc à un moment, ce serait peut-être pas inintéressant qu'on puisse avoir un lieu sur lequel on est cette plateforme régionale qui puisse mettre en relation, bien entendu, les demandes et l'offre de l'autre côté. Ça me paraîtrait important en tout cas. C'est vrai que ça pourrait faciliter et éviter de perdre du temps à rechercher. C'est noté. Et vous aurez effectivement de la main-d'œuvre déjà professionnelle. Je vais juste revenir, s'il n'y a pas d'autres questions, sur l'aspect commercial aussi. Je ne sais pas si vous êtes très concerné par ces émissions d'avoir et de nouvelles propositions par rapport à l'annulation des prestations touristiques hein, qui ont pu avoir lieu ou qui vont avoir lieu. Alors, je vais plus parler pour celles qui vont avoir lieu. Pour que cet avoir soit effectif et que cette nouvelle proposition soit effective, il faut que l'annulation qui émane soit de l'office de tourisme, soit du client, mais surtout du client, parce que c'est là où il y a une mauvaise interprétation, l'annulation soit impérativement liée à la crise Covid, liée au virus. Je prends un exemple tout simple, c'est qu'en ce moment, il y a une recrudescence de ce genre de démarche qu'on peut comprendre humainement. Par contre, juridiquement, les conséquences sont un peu différentes. Des personnes qui annulent pour des séjours en juillet-août. En juillet-août,
le Covid-19, aujourd'hui, n'interdit pas le déplacement, n'interdit pas d'aller en vacances, n'interdit pas de bénéficier de son hébergement qu'on a réservé au mois de février ou janvier, n'interdit pas d'aller au restaurant, n'interdit pas d'aller dans les activités de sport, loisirs, culture. Il limite ou il oblige à des conditions sanitaires, mais ça n'est pas interdit. Les avions, si l'avion n'est pas annulé, il n'interdit pas. Si le train fonctionne, il n'interdit pas non plus. Donc, s'il n'y a pas de blocage lié à une obligation qui émane d'une disposition Covid, l'annulation d'un client, dans ce cas-là, ne fera pas appliquer l'avoir et la nouvelle position, il fera appliquer vos conditions de vente habituelles. C'est-à-dire qu'avec des conditions d'annulation qui sont selon un échéancier, si vous annulez à moins d'un mois, ça sera 60 ou 50% de remboursement. Si vous annulez à 2 mois, ça sera 70 ou 80% de remboursement. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions d'annulation avec avoir, report de la prestation et au final, remboursement. Là, il n'y aura peut-être pas un remboursement intégral, voire pas du tout. Et inversement, j'ai aussi des propriétaires de meublés et de chambres d'hôtes qui demandent à leurs clients d'annuler leurs réservations, qui sont prises sur des plateformes en général, type Abritel ou Airbnb, parce que le protocole sanitaire imposé par ces branches d'activité meublées de tourisme est trop impressionnant, trop contraignant. Donc, le propriétaire préfère ne plus louer plutôt que de se casser la tête à nettoyer son hébergement. J'ai eu un cas comme ça. Alors que le protocole, il n'est pas très compliqué. Pour vos partenaires, vous avez des protocoles meublés de tourisme qui émanent de… Il y en a un dans le guide pratique ADN. Vous avez l'UNPVL. L'UNPVL, c'est l'association de toutes ces plateformes. Hein. C'est du Airbnb, Abritel, etc. Ils ont élaboré un guide protocole pour les meublés de tourisme et chambres d'hôtes. Et puis le dernier, c'est Gîtes de France. Vous avez tout ça sur leur site. Donc vous pouvez leur communiquer. C'est pas très compliqué. C'est un peu long, un peu rébarbatif à lire parce que ça fait 10 pages, mais au final, c'est comme vos protocoles DUR. Hein. Je pense que en se posant tranquillement une demi-journée, tout le protocole est posé et après, à part nettoyer et se protéger, il n'y a pas grand-chose à faire. Et la distanciation, c'est quand même assez rapide. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Voilà. S'il y a ça, plus une charte de télétravail, plus une reprise en présentiel, plus les réunions en visio, c'est des périodes un petit peu denses, oui, un petit peu denses, bizarrement. Sur les réunions en visio, tout à l'heure, vous disiez les comités de directeurs, ils peuvent encore avoir en visio, mais jusqu'à quand? Parce que j'en ai un 30 juin. Là. Alors, il y a une première étape qui était le 25 juin et la deuxième étape sera le 24 juillet. Jusqu'au terme de la loi d'urgence, la loi d'état d'urgence, qui sera peut-être prorogée ultérieurement jusqu'au 24 juillet. Donc là, là, tout de suite, on ne peut pas dire notre codir du 30 juin, on peut le faire en partie en visio et en partie en… Si, vous pouvez. Si, il n'y a pas de souci. Si. Il n'y a aucun souci. Après, là aussi, hein, c'est de favoriser le présentiel. Hein, je dirais. C'est pas impossible. Hein. Vous pouvez faire un CODIR ou un CA ou des réunions de service avec vos collègues. La seule règle à respecter, ça sera la distanciation. Après, vous pourriez imposer le masque. D'accord. Mais je pense que, voilà, hormis certains extrêmes de conseil d'administration à 30-40, mais la plupart, vous êtes une vingtaine ou une trentaine. Les pouvoirs, ça existe aussi. Hein. Vous pouvez faire inciter à dire envoyer les pouvoirs, comme ça, vous venez qu'à 10, chacun a un pouvoir, ça fait 20, et on délibère et c'est vite fait. Hein. C'est vrai que là, il y a des renouvellements de conseils d'administration et de CODIR par rapport aux élections municipales qui sont compliquées parce que tout a été redécalé. Le 28, il y a les élections, donc les conseils municipaux et intercommunaux n'auront lieu que avant le dimanche qui suit, donc on va dire le 5 juillet, et vous arrivez en dernière roue de la charrette et vous devez faire vos CA et vos CODIR ou vos AG en plein mois de juillet. Et là, c'est l'angoisse parce que tout le monde est parti en vacances. Mais même au bord de la plage, en général, il y a du wifi. Hein. On peut faire un CODIR sur la plage en tenue correcte exigée. Hein. Vous mettez une chemise. Mais voilà, une élection d'un président, d'un vice-président, ça va prendre 10 minutes. Donc,
À ce niveau-là, je pense que c'est irresponsable les gens qui ne vont pas être présents en disant bah, c'est terminé, je suis en vacances, le codir, j'en ai rien à faire, j'y vais pas. Après, c'est que mon point de vue. Hein. Mais j'ai eu un cas comme ça, notamment en Ile-de-France d'ailleurs. J'ai clairement exprimé qu'effectivement, pour moi, c'était complètement possible de faire un codir au 12 ou au 13 juillet. Hein, je veux dire, ça, mais c'est vrai que l'effort national pour les Français, c'est parfois un peu compliqué. C'est à tous de faire des efforts. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en congé. Donc, je fais un effort, je suis avec vous. Est-ce que vous avez d'autres questions, besoin d'autres précisions? Alors malheureusement, je vous le dis, je vous le dis en intro, mais il va falloir encore un petit peu attendre et regarder ce qui va apparaître au niveau des décrets dans les jours à venir, là, et notamment le plan tourisme. Mais là, je n'ai pas d'inquiétude, je pense que ADN communiquera largement sur toutes ces applications. Quant à la loi de finances pour la taxe de séjour, là aussi, il faut attendre peut-être plus en semaine qu'en jours pour avoir des applications. Pas d'autres questions, du coup? Ah, Elisa, je vois ta main levée. Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. Moi, je m'interrogeais sur nos guides conférenciers qui nous sollicitent pour bénéficier du chômage partiel. Et en parallèle, le ministère de la Culture a annoncé qu'il y aurait peut-être une aide qui serait décidée dans les jours qui viennent. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce qu'on stoppe notre demande de chômage partiel? Est-ce qu'on attend de voir ce qui se passe? Enfin, pour les guides, c'est compliqué. Oui, ça a toujours été compliqué pour les guides. C'est ça. Non, ne stoppez pas parce que le ministère de la Culture communique pour ces guides qui sont sur des structures ou des entreprises avec un objet social culturel. Vous avez un objet social tourisme. Donc, vous ne rentrerez pas dans tous les cas dans ces procédures, à moins qu'il y ait un accord historique entre la culture et le tourisme, ce que je n'ai jamais vu en 30 ans. Donc, mais non, ne stoppez pas. Continuez à gérer indépendamment. Ça risque de créer effectivement, alors j'ai entendu vaguement parler, oui, c'est pas impossible, parce qu'il y a un plan culture aussi, donc, et les guides ont été oubliés dans ce plan culture, de ce que j'ai vu aussi, effectivement. Donc là, ils sont en train de rattraper un peu le retard. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout non plus. Mais pour vous, vous êtes office de tourisme, objet social tourisme, donc application des règles liées au secteur du tourisme. Donc, j'ai peur que le fait qu'ils aient bénéficié du chômage partiel les empêche d'avoir cette aide de la part de la culture. Bon. Pour moi, ce n'est pas lié. A priori, vous, votre sentiment, c'est non. Là, vous parlez de guides qui sont salariés de l'office de tourisme. Oui, alors c'est des contrats d'usage, hein, mais on a la preuve qu'on avait fait un planning jusqu'à fin juin, qu'on a dû annuler toutes les visites, et donc à ce titre-là, on peut leur faire bénéficier du chômage partiel. Oui, donc ils ne pourront pas jouer sur les deux jeux. Avec vous, ils ne pourront pas jouer sur ça. Avec vous, ça sera une structure qui les embauche, tourisme. Donc, vous avez le droit à l'activité partielle. Après, sur leur autre activité et embaucher éventuellement à temps partiel par des organismes avec l'objet social culturel, ils pourront faire valoir leurs droits. Mais ils seront obligés d'enlever tous les éléments activité partielle pour lesquels ils ont bénéficié via l'office de tourisme par rapport à être planning annulé. Ok. Après, tout dépend de leur statut. Hein. Peut-être qu'en tant qu'indépendant, non, là, ils sont en CDD. Ouais. Mais en tant qu'indépendant, ils auraient accès éventuellement au fonds de solidarité, hein, au fameux 1500. Oui, bah on leur a annoncé, hein, mais ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que le chômage partiel, ça pourrait être encore un plus.
Ouais. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci, Monsieur Gossaume, pour ce point à date, même si ça va bouger, comme vous nous l'avez dit. J'attends de votre part le modèle sur la charte. Oui. Hein? C'est bien de me rappeler parce que j'aurais déjà voilà, s'il vous plaît, comme ça je l'enverrai à tout le monde. Ouais. Voilà, bah, écoutez, très bon appétit, à très bientôt et bon après-midi à vous. Je vous remercie. Merci À beaucoup. bientôt, bon courage à tous. Merci. Bonne continuation. Merci.